Alors bonjour Monsieur Saloum Traoré. Bonjour. Vous êtes directeur d'Amnesty International de Mali, directeur exécutif. Oui. Merci de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui pour nous parler d'Amnesty International de Mali. Pas de quoi. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Amnesty International Mali? Bien. Amnesty International Mali est une association de bénévoles qui a été créée en 1991, juste après les événements, et qui s'est donné comme tâche de s'indigner afin de pouvoir défendre les droits humains. Donc chaque fois qu'il y a des violations des droits humains à travers le monde entier, notre association intervient. Alors, vous avez été particulièrement connu lors des événements du Nord, où vous êtes intervenu en dénonçant toutes sortes d'abus, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des groupes armés. Mais cela a été très mal vu par certains Maliens. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant avec le recul? Effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que nous avons essayé d'être impartiaux, nous avons essayé de traiter les droits humains tels que notre code éthique nous demande. C'est-à-dire qu'il s'agit de lutter contre les violations, d'où qu'elles viennent. Nous n'avons pas le choix de dire que bon, c'est parce que c'est tel groupe ou bien tel autre groupe là, il faudrait donc parler comme ci ou comme ça. Ce n'est pas comme ça. Nous menons une recherche sur le terrain et toutes les violations, d'où qu'elles viennent, nous essayons de les enregistrer et de les publier. C'est ainsi que, comme vous l'avez dit, pendant les 2 années qui ont suivi, les 2 années chaudes du Mali, notre organisation a présenté beaucoup de rapports. Nous avons eu à faire des recherches dans le Nord et nous avons publié des rapports. Et c'est à la suite d'un de ces rapports-là que nous avons publié exactement le 2 février 2012. C'est lorsqu'on a publié ce rapport que des gens sont rentrés chez moi nuitamment. Ils ont voulu venir attenter à ma vie. Très heureusement, j'ai pu me sauver d'une certaine façon. Donc c'est dire qu'il est dangereux en tout cas de travailler dans certaines conditions ici, si tout le monde n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Mais nous avons besoin quand même de dire aux gens que nous sommes des nationaux comme n'importe quel autre Malien. Nous n'avons pas d'autre pays. Moi, je suis un Malien d'origine, je n'ai connu aucun autre pays. Donc, je n'ai aucun intérêt à vilipender l'armée malienne, je n'ai aucun intérêt à vilipender les autorités du Mali. Mais c'est mon devoir en tant que défenseur des droits humains de dénoncer les choses telles qu'elles se présentent. Et c'est pour cela que nous avons parlé de ce qui s'est passé à Sévaré, où le lendemain de Konna, des gens se sont mis à s'en prendre à la population civile à Konna, à Sévaré, et beaucoup de gens ont été tués, de manière extrajudiciaire évidemment. Donc notre association, nous avons eu à dénoncer cela, et c'est ce qui nous a valu effectivement une très mauvaise interprétation de la part des gens. Et ce n'est pas seulement les agents de l'État, même les journalistes qui étaient venus ici pour couvrir la séance, parmi eux, il y a des gens qui nous ont dit que nous sommes des apatrides, que nous ne devions pas dire ça pendant que l'armée est en train de se déployer dans le Nord pour pouvoir ramener cette partie du pays que nous étions en train de perdre. Mais je leur ai dit que non, c'est exactement en ce moment-là qu'il faut dire ce qui ne va pas, pour ne pas que ça continue. Parce que nous n'avons aucun intérêt aussi à ce que des populations civiles soient tuées, soient torturées pour des raisons qui n'ont pas été, sur lesquelles il n'y a même pas eu d'enquête. Arrêter la personne, l'exécuter juste à côté. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu au Mali et nous avons intérêt à ce que cela n'arrive jamais au Mali. Est-ce que ce n'est pas votre esprit d'indépendance qui est à la source de tous ces problèmes-là? Effectivement, nous sommes un mouvement indépendant. L'indépendance, c'est vraiment important pour nous. Et c'est pour cela que nous faisons en sorte que les enquêtes que nous menions puissent amener à la réalité, à la vérité. Et quand nous avons cette vérité-là, nous essayons de la traiter de manière indépendante.
D'abord, vous savez qu'Amnesty International n'accepte pas de l'argent des États. Et donc, nous ne nous sentons pas obligés de dire ce que l'État veut, mais nous disons ce que les droits humains nous commandent de dire. Quand il s'agit d'une violation, qu'elle soit faite par les agents de l'État ou bien qu'elle soit faite par quelqu'un d'autre, nous avons toujours cette indépendance de pouvoir parler librement et de le dire. Et nous pensons que les gouvernants ont aussi le devoir de nous protéger. Non seulement de nous comprendre quand nous disons des choses, mais de nous protéger. Parce que les violations des droits humains, quand c'est fait, eh bien, s'il n'y a personne pour dénoncer ça, ça va aboutir à des conséquences très graves sur la population civile. En fait, vous n'êtes pas l'ennemi des gouvernements. Pas du tout. Amnesty International n'est ennemi d'aucun gouvernement. Nous ne sommes pas du tout partisans. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un pays, nous ne prenons pas part, nous ne favorisons pas un parti contre un autre, nous ne favorisons pas les gens qui sont au pouvoir contre les oppositions ou vice-versa. Ça, c'est à l'intérieur des pays. Et de manière mondiale aussi, nous ne favorisons aucun pays sur un autre. Et nous ne travaillons pas pour un pays. Amnesty International ne travaille pas pour un pays. C'est vrai que nous avons notre quartier général à Londres, mais cela nous lie en rien à l'Angleterre. Nous ne travaillons pas pour l'Angleterre, nous ne travaillons pas pour la France, nous ne travaillons pas pour quelqu'un, nous travaillons pour les hommes. C'est pour là que nous sommes une organisation de défense des droits humains, complètement apolitique. Et financièrement aussi bien que, disons, politiquement, économiquement, etc., nous ne dépendons de personne. Nous ne dépendons que de nos membres. C'est nos membres qui financent le mouvement, en faisant des dons, en faisant des legs, en payant des cotisations. C'est avec ça que nous travaillons. Nous ne recevons pas du tout, nous n'acceptons pas de l'argent quand ça vient d'un État quelconque. Le 11 septembre dernier, on vous a vu dans les rues de Bamako pour marcher pour la paix et contre l'impunité. Et quelle était la signification profonde de cette marche-là? Bon, comme je l'ai dit, un défenseur des droits humains, c'est quelqu'un qui est capable de s'indigner devant les violations des droits humains. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu que le gouvernement a commencé à libérer des personnes extrêmement dangereuses. Houka Houka. Et lui, il était le juge islamique de Tombouctou. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Tombouctou? Il a fait couper des mains, il a fait flageller des femmes, il y a eu les viols, il y a eu tout. Ils ont démoli des patrimoines culturels, etc. Donc, avec tout cela, si nous voyons qu'il a été très difficile de l'arrêter, et il a été arrêté, remis au gouvernement malien, il est libéré. Nous, on n'a pas compris. Nous n'avons pas pu comprendre cela. C'est la même chose que le commissaire islamique de Gao ici. Il a été libéré. Et nous avons eu peur qu'on continue à libérer toutes les autres personnes qui sont en prison, alors qu'il y a quand même les services judiciaires qui sont là. Nous avons marché pour demander qu'il y ait une séparation nette des pouvoirs. Nous avons déjà la chance que sur les papiers, nous avons la séparation des pouvoirs. Nous avons une différence nette entre l'exécutif, le judiciaire et les parlementaires. Les parlementaires. Chacun a son travail. Nous n'avons pas pu comprendre comment le gouvernement se permet de libérer des gens pour lesquels il y a déjà des dossiers qui sont encore ouverts devant les juges. Et nous avons simplement demandé que désormais, il faudrait d'abord arrêter ces gens-là qu'on a libérés, il faut les reprendre pour qu'ils puissent venir répondre devant les tribunaux et faire en sorte que les autres qui sont là, ils restent jusqu'à la justice. Nous savons que de toutes les façons, en matière même de justice, nous avons toujours dit que la liberté est la règle et l'emprisonnement c'est même l'exception. Mais l'emprisonnement, quand c'est nécessaire, il faut que l'emprisonnement soit là et qu'une justice soit rendue. D'ailleurs, nous sommes toujours levés contre les gens aussi qu'on garde en prison sans jugement. Il faut aller rapidement à un jugement. Quand on arrête quelqu'un, il faut être sûr qu'il va être jugé et de manière vraiment équitable. Ça, c'est la chose que nous demandons. Et je pense que tout homme doit demander ça.
D'ailleurs, quand on t'accuse d'avoir fait des choses, c'est toi-même qui dois demander à avoir un jugement équitable. Mais on ne doit pas se contenter de chercher seulement à être libre et partir comme ça dans la nature. Bon, après le 11 septembre, lorsque nous avons, après notre marche, le ministre a essayé de nous donner un peu la position du gouvernement. Bon, position avec laquelle nous ne restons toujours pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec une telle position, même si nous essayons de les comprendre. Ils ont dit que de toutes les façons, c'est pour des raisons d'État, des raisons de discussion actuellement. Il faut détendre un peu la situation pour que les négociations puissent se passer dans de bonnes conditions. C'est pour cela qu'ils sont arrivés à faire ça. Il nous a aussi fait remarquer que même 100 ans après, comme c'est des crimes qui sont imprescriptibles, donc même 100 ans après, on peut toujours revenir faire arrêter ces gens-là et les juger. Et que donc, nous avons dit de toutes les façons, nous pensons que pour raison d'État, on ne doit pas charcuter la justice. On ne peut pas se permettre d'arrêter un dossier qui est déjà devant les juges. Un ministre ou en tout cas un représentant quelconque de l'État ne peut venir demander l'arrêt du processus, étant donné qu'il y a quand même et nous espérons que ce soit la vérité. Et nous pensons qu'il y a une séparation des pouvoirs et que l'exécutif ne peut pas empêcher au judiciaire d'aller jusqu'au bout des affaires qui sont devant les tribunaux. Alors, cette marche et cette prise de position contre l'élargissement de certains chefs des groupes armés sont la preuve que vous n'êtes du côté de personne. Est-ce que vous croyez que cela est compris de la population? Bon, de toutes les façons, je pense que la population a compris. Et c'est pour cela que nous avons pu mobiliser 2000 personnes. Hein, nous pensons que nous avons été compris. Nous avons dit à la population que nous sommes contre les libérations sans jugement, que nous voulons que il faut même avec les négociations, nous voudrons que ça se fasse quand même sur la vérité. Et nous sommes pour la vérité. Nous voulons qu'il y ait justice pour que la vérité vienne, afin qu'il y ait réparation pour les victimes avant de penser à une réconciliation. Nous pensons qu'il faudrait mettre les victimes au centre. En fait, ce qu'il y a eu au Mali, c'est une question de violation grave des droits humains. Et il y a des victimes qui sont là. Des gens ont perdu leurs parents proches, des gens sont blessés, ils sont encore avec les cicatrices, d'autres sont encore malades, alité. Et on commence à libérer les gens. J'ai dit que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faudrait qu'on attende au moins que la plaie se ferme un peu avant de vouloir se mettre à libérer les gens. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous restons là à ne pas être d'accord. Et nous ne sommes ni du côté des rebelles, ça jamais, puisque nous ne sommes pas pour une partition du pays, mais nous ne supportons pas aussi l'État quand il fait une violation des droits humains. Le fait de vouloir refuser que justice soit et que les victimes n'aient pas réparation, c'est une injustice de la part de l'État que nous n'acceptons pas. Mais vous pensez certainement que l'élargissement de Wuka et de celui de Gao sont quand même des questions d'intérêt, de stratégie, même de sécurité nationale. Il a fallu libérer ces gens parce que dans toute guerre, il y a certainement beaucoup de compromis qu'il faut faire pour arriver à la paix. Est-ce que vous pensez que la recherche de la paix peut expliquer l'élargissement de Wuka et d'autres terroristes? Est-ce que pour la paix, vous comprenez cela? Non. Même pour la paix, nous ne comprenons pas ça. Parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de voies qui mènent à la paix. Et il y a d'autres voies qui sont plus indiquées que cette voie-ci. D'ailleurs, nous avons appris que le MNLA disait que ce n'est pas eux qui ont demandé l'élargissement de Wuka. Donc, on l'a élargi pour qui et pourquoi?
nous pensons qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées et nous ne comprenons pas. Dans tous les cas, nous pensons qu'il ne faut pas sacrifier les droits humains sur l'autel de la paix. La paix, on doit la chercher tout en sauvegardant les droits humains. Les droits humains et la paix ne sont pas antinomiques, c'est pas possible. C'est-à-dire que d'ailleurs, nous ne pouvons pas avoir une paix pérenne, une paix éternelle, une paix durable si les droits humains ne sont pas respectés. C'est pour cela que nous avons toujours demandé à ce que les droits des victimes soient sauvegardés, qu'il y ait justice, que la vérité soit dite entre les gens et que la réparation s'en suive. Et en ce moment-là, quand la paix vient, elle va être éternelle, elle va être vraiment une paix durable. Alors, lors des événements de mars 2012, je crois, oui. La situation était très tendue entre Amnesty International, Mali et le gouvernement. Et quelle est la situation actuelle? Bon, je pense que la situation actuelle est à l'apaisement, parce que je pense qu'on nous a compris. D'ailleurs, le gouvernement nous a compris depuis. En fait, nous avions eu des difficultés, vraiment, même pour rencontrer les membres du gouvernement, pour leur expliquer ce que nous étions en train de faire. Mais dans tous les cas, nous avons été toujours satisfaits du travail du gouvernement, parce que quand nous écrivons nos rapports, c'est vrai qu'ils ne nous reçoivent pas, ils ne nous félicitent pas, etc. Mais nous avons constaté qu'ils réagissent toujours et parfois favorablement par rapport à ce que nous demandons. Vous vous rappelez, au moment même où c'était vraiment très intense, juste après les événements de Konna, donc lorsque nous avons donné notre premier rapport, malgré tout ce qui est arrivé, malgré le fait que des gens ont voulu attenter à nos vies, malgré le fait que nous avons tout entendu, c'était en ce moment même que le gouvernement avait convoqué les gens à l'hôtel de l'Amitié pour leur expliquer que il y a tous les militaires qui étaient impliqués dans les exactions sont arrêtés, et effectivement ils ont été arrêtés. Et c'est ce que nous avons demandé. Nous avions aussi demandé que les enfants qui ont été pris aux djihadistes soient libérés et soient remis à leur famille. Cela aussi a été fait. Parce que nous ne comprenons pas qu'un enfant soldat puisse être emprisonné par un État. Parce qu'un enfant soldat est avant tout victime. Il faut le voir comme une victime et non comme un violateur des droits. Donc à partir de ce moment, quand les enfants ont été pris aux rebelles, nous avons demandé qu'ils soient remis à leurs parents. Et dans cette même réunion, les membres du gouvernement ont informé que les enfants vont être remis à l'UNESCO, à l'UNICEF plutôt, qui va les remettre à leurs parents. Et cela a été fait aussi. Donc, nous savons que ce que nous disons, souvent ce n'est pas du goût du gouvernement. Mais vu que c'est de la réalité, vu que c'est souvent la solution à certains problèmes, les gouvernements accèdent à nos demandes, sans nous féliciter particulièrement, ou nous remercier, ou même nous recevoir. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas pour cela. Nous ne sommes pas là pour vouloir aller dans les grands salons, etc. etc. Nous sommes là pour dénoncer. Et s'il y a des réponses à nos dénonciations, s'il y a des réactions favorables à nos dénonciations, nous sommes contents. Alors, les réactions politiques sont les plus connues comme action de Amnesty International. Les gens ne savent pas que vous avez un volet social et que vous vous intéressez à la population et que vous luttez pour la population, notamment avec EDH Mali. Bon, en réalité, c'est la partie promotion. Parce qu'en fait, vous savez, notre travail, il y a deux volets à notre travail. Il y a le volet promotion et le volet protection ou défense. Donc c'est dans le volet défense que nous avons souvent des problèmes avec les gouvernements. Parce que c'est les gouvernements qui violent les droits humains. Les droits humains, ce n'est violé que par les gouvernements ou par, en tout cas, des personnes au compte du gouvernement.
ou alors des personnes qui violent le gouvernement et le gouvernement ne fait rien. En ce moment-là, on appelle ça violation des droits humains par omission, si le gouvernement n'intervient pas. Donc dans tous les cas, chaque fois que nous parlons de violation des droits humains, c'est que le gouvernement est là. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes chaque fois que nous voulons défendre les droits humains. Par contre, il y a la promotion. Et là, en ce moment-là, ça c'est une activité, une action même de citoyenneté, si vous voulez, parce que c'est notre participation disons, à l'éveil de la conscience sociale pour que les gens puissent faire ce qui est bien et éviter de faire des violations des droits humains, pour que les gens connaissent leurs droits. Et c'est ce qui nous amène à agir auprès des populations, ce que nous faisons à travers l'éducation aux droits humains. Et nous travaillons avec toutes sortes d'acteurs pour pouvoir informer largement les gens, les sensibiliser pour le respect des droits humains. Alors, quelle est la situation actuelle d'Amnesty International Mali? Bon, je pense que la situation d'Amnesty International Mali n'est pas mauvaise. Les gens commencent vraiment à comprendre les droits et les gens nous rejoignent. Actuellement, nous avons 3000 membres. Nous comptons aller jusqu'à 5000 membres. C'est le plafond que nous nous sommes donné à travers notre plan d'action. Mais nous pensons qu'avec la prise de conscience maintenant, les gens sont en train de prendre conscience des droits humains. Vous avez vu la marche que nous avons organisée le 11. Évidemment, c'est une marche qui a été organisée par le réseau de défense des droits humains, mais particulièrement, Amnesty a pris une très grande part à cette marche-là. Vous avez vu comment les gens se sont joints à nos actions. C'est que les gens ont commencé à comprendre que ce que nous faisons, c'est plutôt positif. Et Amnesty International Mali a beaucoup de membres maintenant et des gens qui sont très informés. Et grâce à nos activités d'EDH, nous avons pu aussi atteindre une grande partie de la population du Mali pour leur faire comprendre leurs droits. Quel message avez-vous pour terminer cette interview? Bon, le message que j'ai, c'est un message à l'endroit de l'État qui doit vraiment se ressaisir. Et nous avons un ministère chargé des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme doivent être vraiment dans l'agenda du gouvernement. Il faudrait que le ministère là puisse s'occuper réellement des droits humains. Et on ne peut pas demander à un ministère de ne pas faire de la politique, mais d'ailleurs, le ministère c'est l'exécutif, ce n'est même pas la politique. Donc il faudrait sincèrement qu'on puisse voir, du fait même que notre ministère de la Justice s'appelle ministère de la Justice, des droits de l'homme et garde-sceaux, il faudrait qu'on puisse voir un effort vers les droits humains. Et les droits humains veulent quoi? Il faudrait que les prisons soient sécurisées, que les prisonniers soient bien traités, que les hommes entre eux, qu'il y ait justice, qu'on ne puisse pas laisser les gens en train de s'insulter ou de se taquiner par-ci par-là, et que la justice soit vraiment là pour pouvoir vraiment intervenir. Et surtout, que l'État ne s'ingère pas trop, que l'exécutif ne s'ingère pas trop dans les affaires de la justice. Et que toutes les personnes qui sont arrêtées puissent bénéficier d'un procès équitable. Mais qu'il y ait procès. Nous sommes d'accord qu'il y a des libertés provisoires, mais il faut que ce soit des libertés vraiment provisoires. Autrement dit, il faut qu'il y ait une fin à ces libertés-là, pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait une liberté définitive, s'il y a lieu. Donc, nous appelons, en tout cas, nous lançons un appel solennel au gouvernement pour que les droits humains soient mieux traités dans ce pays-là. D'ailleurs, si nous voyons notre constitution, tous les premiers articles de notre constitution appellent l'État à plus de respect des droits humains. Donc, par respect même à notre constitution, les droits humains doivent être vraiment une composante essentielle du travail du gouvernement. Merci, monsieur le directeur. C'est à moi de vous remercier.